C'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimpeda. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, la Cour internationale de justice doit se prononcer sur une plainte déposée par l'Afrique du Sud portant sur la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Les audiences sont lancées à La Haye et un élément à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir de l'appétit pour vous qui êtes à table. 2024 sera consacré à la lutte contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique. Une annonce faite par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, au cours d'une rencontre d'échange avec le personnel de la présidence du Faso et des services rattachés. Le commentaire est de Abibalaï Bourema. Les efforts de la transition seront axés cette année sur la lutte contre la corruption et la lenteur administrative qui plonge parfois les actions du gouvernement. Ces deux phénomènes ont été les sujets de la rencontre entre le président de la transition, chef de l'État, et le personnel de la présidence du Faso et ses services rattachés ce lundi 8 janvier 2024. Pour le président de la transition, la machine de la lutte contre la corruption a démarré pour cette année 2024. Il a fermeté ses rats de rigueur sur les cas avérés de corruption et de laxisme dans l'administration publique. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort le texte de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venir appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais. On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. Le président de la transition a dénoncé la propension à recrutement systématique des cabinets pour des travaux relevant de la compétence et des obligations des cadres de l'administration publique. Selon le chef de l'État, la plupart des cabinets recrutés ont généralement des connexions avec des acteurs de l'administration publique qui, par des voies détournées, offrent leurs compétences en contrepartie d'une rémunération indue. À l'issue de la rencontre, les acteurs concernés ont félicité pour la tenue de cette rencontre. Ça m'a beaucoup honoré d'avoir une entretien direct avec le président, y compris tout le personnel de la présidence. Ça nous fait plaisir parce que depuis qu'il est au pouvoir, comme il a bel et bien précisé, c'est la première fois. Voilà, donc il a eu à écouter les différentes doléances, les différentes préoccupations et on espère que ça va changer. Et il a été franc avec nous. Je pense qu'au sortir de ces échanges, nous, personnels de la présidence du Faso, nous allons envoyer le message à ceux qui sont au quartier, dans les autres structures, pour qu'ils puissent comprendre ce que le président du Faso veut faire en 2024.
Le président de la transition a appelé à activer les conseils de discipline dans les différentes structures de l'administration publique pour que des sanctions soient prises à l'encontre des agents indélicats, même si cela devrait aller jusqu'à licenciement. Ainsi a-t-il annoncé des grands chantiers dans le domaine de l'agriculture avec l'offensive agropastorale et halieutique dans la perspective de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Les efforts de la transition s'inscrivent selon lui dans la promotion du développement endogène et la lutte pour la cause des plus démunis dans la société burkinabé. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Un autre axe dans cette édition 2023 aura été marqué par des innovations au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'on se souvient par exemple de la journée de la Bible célébrée à l'Église des Assemblées de Dieu de Goungé à travers les Olympiades bibliques où les enfants avaient été mis en avant. On voit cela dans cet élément dont les images sont signées Jonas Tondi. L'on se souvient que lors de la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le flambeau de l'Évangile avait été remis aux mains des enfants. Et pour le maintenir allumé, il faut s'enraciner dans la parole de Dieu, selon les premiers responsables de l'Église, d'où la célébration de la première édition de la journée de la Bible, marquée par les Assemblées de Dieu du Burkina Faso à travers les Olympiades bibliques. C'est dans la pensée de Dieu, quand il disait à Moïse, dis aux enfants d'Israël, cette parole, tu l'inculqueras. Inculquer, c'est un peu faire entrer de force. C'est faire entrer de force et pousser à la mémorisation, pousser à ce que cette parole-là féconde notre vie et porte du fruit pour l'éternité. Donc s'il y a un sentiment, c'est un sentiment de joie, mais également de désir d'aller encore plus loin dans les profondeurs de la parole de Dieu. Mémoriser 26 versets bibliques et pouvoir les réciter par cœur, c'est l'exploit qu'a réussi Laura Ouedraogo devant ses camarades à l'occasion de ces jeux bibliques tenus à l'église des Assemblées de Dieu de Goungé. Ce sont nos moniteurs qui nous ont informés. Ils nous ont dit de mémoriser le passage de 2 Timothée 2, le verset 1 à 26. Au début, ce n'était pas une obligation, mais il nous incitait vraiment à mémoriser en tout cas ce passage. Il nous avait dit que c'était une compétition et je pense que personne ne l'a démérité. Parmi les gagnants, il y a toujours des gagnants et chacun était récompensé à la hauteur de son mérite. Pouvoir dire à l'unisson, la Bible dit, dire que la parole de Dieu est la vérité et marcher selon ses préceptes, c'est l'un des objectifs phares de cette initiative, saluée à sa juste valeur au plus haut niveau de l'Église. La toute première édition nous réjouit fortement les cœurs de pouvoir ensemble, à l'unisson, dire la Bible dit. Parce que ce que la Bible dit est la vérité. Car la Bible dit que ta parole est la vérité. Et elle continue de s'exprimer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à et une lumière sur mon sentier. Nous voulons marcher dans la lumière de Christ. Donc, valoriser la lecture de la parole de Dieu, valoriser la méditation de la parole de Dieu, cela convient aux préceptes bibliques de Dieu. Une moto, des enveloppes, des ordinateurs portables, des tablettes et bien sûr des Bibles ont été remis aux plus méritants des candidats de ces Olympiades organisées à l'occasion de cette première édition de la journée de la Bible. Innovation, mobilité verte pour parler d'énergie hors du Burkina Faso, le Rwanda reconnu comme un pionnier du transport durable lors de la COP 28 est devenu un phare pour les initiatives respectueuses de l'environnement en Afrique. Ampersand est une start-up spécialisée dans la mobilité qui vise à promouvoir le transport électrique en Afrique de l'Est. Le Rwanda, reconnu comme un pionnier du transport durable lors de la COP28, est devenu un phare pour les initiatives respectueuses de l'environnement en Afrique. Ampersand, une start-up spécialisée dans la mobilité qui vise à promouvoir les transports électriques en Afrique de l'Est, est à la pointe de l'action.
L'entreprise a dévoilé son projet de déploiement de 600 000 motos électriques à Kigali, la capitale du Rwanda, premier site de lancement, rejoint par Nairobi au Kenya et Kampala en Ouganda, marquant ainsi une avancée significative vers un avenir plus vert et plus efficace dans la région. Il y a des millions de motos à essence sur les routes. Notre objectif est de faire en sorte que dans quelques années, il n'y ait plus que des motos électriques en circulation. Nous avons investi massivement dans certains développements. Nous continuons à investir par exemple dans des logiciels. Nous avons nos propres cordes d'amplificateurs qui nous aident à gérer les stations d'échange, les batteries et cela donne une confiance morale en nos produits. Environ 60% des transports publics du Rwanda sont assurés par des motocyclettes, ce qui contribue à d'importantes émissions de carbone. Cette situation constitue une grave menace pour le Rwanda et l'Afrique de l'Est, car elle a un impact sur l'environnement et la santé publique. La région est confrontée à des défis tels que des conditions météorologiques imprévisibles et des menaces pour l'agriculture dues au changement climatique. Chaque moto permet d'économiser environ 2,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par jour. Donc si vous faites le calcul, lorsque nous en aurons fait 5 millions à travers l'Afrique, nous aurons économisé des émissions équivalentes à 12 millions de tonnes par an. Ce cycliste habitué des motos d'Ampersand souligne les avantages en termes de coûts associés aux motos électriques. Cela fait presque 3 ans que j'utilise les motos électriques d'Ampersand. Je dépense moins d'argent pour ces motos car la recharge électrique est moins chère que l'achat d'essence ou de carburant. Je dépense 2 000 francs au lieu de 5 000 francs rwandais pour charger ma batterie et pour 80 km. Depuis 4 ans, les motos de la société ont parcouru 180 millions de kilomètres au Rwanda et ont permis d'éviter 8 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous abordons un autre sujet dans cette édition, protection des droits de l'homme, un écart inquiétant entre les paroles et les actes de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. L'institution n'a toujours pas respecté ses engagements en ce qui concerne les droits fondamentaux pour l'année 2023 selon le rapport annuel de Human Rights Watch. Il existe un fossé troublant entre les paroles de l'Union européenne et ses actes en matière de droits de l'homme. Voilà les conclusions du rapport annuel de Human Rights Watch. L'ONG souligne que ce sont les personnes qui sont dans le besoin qui en payent le prix le plus fort. We are quite concerned by the tendency also of the EU leadership to park human rights to lower level of discussions, right? To deprioritize it, and yes, of course, European Commission President Ursula von der Leyen has a responsibility in that, I think. La politique migratoire européenne, l'incapacité à lutter contre la discrimination à l'égard des groupes marginalisés et le recul de la démocratie dans certains États membres font partie des lacunes soulignées dans le rapport consacré à l'année 2023. Le document pointe aussi le 2 poids 2 mesures de l'Union en matière de politique étrangère, accentuée par la guerre entre Israël et le Hamas. L'ONG estime que les 27 perdent leur crédibilité internationale à fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme au profit des décisions économiques, commerciales et géopolitiques. It can be geopolitics when you see the EU's engagement with human rights abusers like Egypt or Saudi Arabia. It could be trade when you look at EU's, engagement with China or India. It can be even goals like migration or security when you look at the EU's engagement with Tunisia. L'ONG affirme également que la politique migratoire de l'Union et les accords controversés pour contrôler les flux de migrants risquent d'alimenter les divisions politiques à l'approche des élections européennes. Les 27 ont par exemple conclu l'année dernière un partenariat avec la Tunisie, malgré les accusations de violation des droits fondamentaux commises par les autorités tunisiennes. La migration s'annonce comme l'un des thèmes centraux de la campagne avant la tenue du scrutin début juin. Et puis en Pologne, fin décembre, le gouvernement a licencié et remplacé tous les dirigeants des médias publics considérés comme des relais de l'ancien parti au pouvoir, un acte qui crée la confusion au sein de la télévision polonaise.
Fin décembre, le nouveau gouvernement polonais pro-européen a licencié et remplacé tous les dirigeants des médias publics considérés comme des relais du PiS et le parti conservateur. Depuis, la situation reste confuse. Au siège de la chaîne TVP, les anciennes équipes refusent de quitter les locaux. Ludzie właśnie dowiedzieli się, że minister Sienkiewicz działa niezgodnie z prawem. Jego uchwała, jego decyzje zostały wprost rozjechane przez sąd. Ludzie to widzą. Bardzo ważne jest to, żeby Polska, rządzący, ale też Europa zobaczyła, że nie ma zgody polskiego społeczeństwa na autorytarne działania, metody, które wprowadza Tusk w Polsce. La mesure décidée par le ministre de la Culture est également critiquée par des ONG. Même si elles reconnaissent que des changements étaient nécessaires, certaines ne cachent pas leur inquiétude quant aux conséquences juridiques de cette décision. In recent years, public media became a mouthpiece for the governing majority on an unprecedented scale, and that really needed a change. What is doubtful, however, is the legal way the changes were introduced. In Polish constitutional order, it is not the minister, it is not a politician in charge of appointing heads of the public media. Pour la nouvelle équipe à la télévision publique, l'objectif est clair, présenter aux téléspectateurs des informations non biaisées. Et surtout permettre à une pluralité de voix de s'exprimer, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Potrzebne jest robienie normalnego programu informacyjnego. Chcemy bardzo, żeby to był program po prostu obiektywny, który pokazuje rację wszystkich stron, a nie jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na krytykowaniu jednych i na wychwalaniu kogoś innego. Une partie des Polonais, principalement des partisans du PiS, résiste face à ces changements. La bataille avec le gouvernement de Donald Tusk se poursuit. Jesteśmy w trakcie uchwalania budżetu na ten rok i to jest na pewno sprawa pilna. Są takie kwestie jak chociażby sprawa podwyżek dla nauczycieli, kwestia ustabilizowania sytuacji w mediach, które zostały zagarnięte też przez Prawo i Sprawiedliwość. Voices on public media are still divided and this conflict will certainly find its end in the court. Meanwhile, some of the newsrooms of the public television, like the one behind me, Et nous vous l'annoncions en titre, la Cour internationale de justice doit se prononcer sur une plainte déposée par l'Afrique du Sud portant sur la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza et les audiences sont lancées à La Haye. Voyons cela dans cet élément. La bataille juridique est lancée. À La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice a ouvert ses audiences préliminaires sur le cas d'Israël. L'Afrique du Sud accuse l'État hébreu d'avoir une intention génocidaire dans sa guerre dans la bande de Gaza. Dans un document de 84 pages adressé à la Cour, Pretoria demande au juge d'ordonner d'urgence à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires. Cette initiative est soutenue par Téhéran. De son côté, Israël qualifie les propos sud-africains de diffamation sanglante et absurde. Avant le début de l'audience, des soutiens de l'État hébreu se sont réunis, avec notamment des photos des otages enlevés lors de l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre dernier. Des pro-palestiniens se sont également retrouvés pour appuyer la requête sud-africaine. Plus de 23 000 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne en 3 mois de guerre. Toujours Israël, et cette fois-ci c'est le dernier élément de cette édition, 100 minutes pour 100 otages. Ce 14 janvier 2024, une grève sera observée en faveur des otages israéliens retenus à Gaza. 100 minutes pour 100 longs jours de captivité. Des entreprises, des boutiques, des centres commerciaux, des usines alimentaires seront à l'arrêt en solidarité avec les otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre, ces absents qui hantent la société israélienne. Arnon Ben David, le président de l'organisation syndicale de la Histadrout, a accepté en début de semaine la demande des familles des otages d'organiser une grève de 100 minutes le 14 janvier à partir de 11 h, mais aussi participer à des rassemblements afin de renforcer le message en faveur du retour de leurs proches. Cet acte de solidarité signifie notre engagement à nous tenir ensemble en tant que nation, en tant que leader du marché et en tant qu'individu, montrant que notre unité va au-delà du business as usual.
Le géant israélien des jeux en ligne a déclaré qu'il mettrait également en place un mur dédié pour que les employés puissent exprimer et écrire des messages de soutien aux otages et à leurs familles. Chez Teva Pharmaceuticals, les employés pourront écouter le récit d'un de leurs collègues, Yair Moses, dont la mère Margalit a été libérée de Gaza fin novembre. Yair se trouvait dans la maison du kibbutz Nir Oz le matin du 7 octobre, lorsque le Hamas s'est déchaîné sur le village, assassinant et kidnappant ses habitants. Margalit et son ex-mari, Gadi, ont tous deux été emmenés à Gaza. Gadi s'y trouve toujours. Même preuve de soutien du fabricant israélien de produits chimiques de protection des cultures. Outre l'arrêt de ses activités pendant près de 2 heures, Adama organisera un webinaire à l'intention de ses 1500 employés pour une conversation avec Lishai Miran, l'épouse d'Omri, qui a été capturée au kibbutz Nir Oz. L'histoire des otages n'est pas seulement la leur, c'est notre histoire à tous, celle de toute la société israélienne. Des institutions et des organisations éducatives, dont l'Université israélienne de Jérusalem et l'Association des enseignants, se joindront également à cette action, pleine de symboles. Voilà qui met fin à cette édition et à jour J-2 de la CAN. Les étalons sont bien arrivés en Côte d'Ivoire où ils joueront leur premier match le 16 janvier prochain contre la Mauritanie. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis depuis le Mali. Demeurez bénis en Christ Jésus. Delouane Soré a réalisé cette édition.